Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle preview, pour une nouvelle preview plutôt, la preview du Grand Prix du Brésil 2025. Dans cette vidéo, on va aborder le circuit d'Interlagos, on va aborder chacune des écuries. Enfin, je vais beaucoup plus me focaliser, bien évidemment, sur les têtes d'affiche et sur ce qui est en train de se passer au championnat pilote et également au championnat constructeur, parce qu'on a quand même une bataille pour la deuxième position entre trois équipes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et pour terminer, eh bien, je vous donnerai mon pronostic comme d'habitude. Et n'oubliez pas, surtout, voilà, de me laisser le vôtre. Donc on est parti, on ne perd pas plus de temps. Alors, concernant ce circuit d'Interlagos, je vous avoue que les mots me manquent, voilà, pour décrire ce circuit tellement il est exceptionnel sur tous les points. Vraiment, c'est pas un circuit où tu as le plus de dépassements. Et Interlagos, même si on n'est pas sur un circuit qui va favoriser les dépassements, il se passe toujours quelque chose qui va venir nous surprendre. Regardez juste l'année dernière, avec les deux Alpines carrément sur le podium aux côtés de Max Verstappen, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc oui, c'est un circuit qui est caractérisé par des montées, par des descentes. C'est un circuit qui est sinueux, notamment dans le deuxième secteur. C'est un circuit où il faut un très bon appui sans pour autant négliger la vitesse de pointe. Si je vous donne un petit topo secteur par secteur, dans le premier secteur, on retrouve des virages rapides en montée, il faut une forte adhérence mécanique, voilà, pour ressortir de la meilleure des manières des virages. Attention également notamment à la dégradation des pneus. Les pneus qu'on va utiliser ce week-end, ce seront les C2, les C3 et les C4. Donc c'est une gamme au-dessus de la saison dernière. Je ne comprends pas pourquoi Pirelli a décidé de nous mettre cette allocation. J'ai peur qu'on ait, comme en fait ce qu'on avait pu voir par exemple sur d'autres tracés tels que Austin, quoi, très peu de dégradation, donc pas énormément de surprises au niveau de la stratégie. Dans le deuxième secteur, eh bien on arrive sur la partie la plus sinueuse du circuit, la partie la plus technique surtout. Il est très important d'avoir le meilleur grip mécanique et la meilleure stabilité au freinage. Et dans le troisième secteur, on arrive sur une longue portion à pleine charge. Avec le virage en montée et la ligne droite, il faut absolument essayer de favoriser au maximum l'efficacité aérodynamique de la monoplace et surtout l'efficacité du DRS, puisque c'est très important. C'est l'une des seules zones de dépassement, encore une fois. Autre chose dont il faut absolument faire attention, ce sont les conditions météo. Je vous montre les horaires. On est en format sprint. On annonce de la pluie lors des 3 jours. Pour l'instant, ce sont des conditions qui peuvent encore changer. Et pour le vendredi, on annonce 50% de chance d'avoir de la pluie. Pour le samedi, c'est pratiquement similaire. Et pour le dimanche, on annoncerait 25%. On s'en rappelle tous, l'année dernière, la pluie a eu un certain impact sur les résultats, que ce soit en qualification ou en course. Donc on commence ce petit tour des écuries avec McLaren. Alors McLaren, je vais les passer assez rapidement, notamment par rapport aux pilotes. Tout simplement pourquoi ? Parce que je vais y revenir beaucoup plus précisément dans la partie pronostic. La seule chose que je peux vous dire, c'est que McLaren, je les attends présents. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont retrouvé de la performance depuis le Mexique. La performance de Lando Norris était incroyable là-bas. J'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux, enfin surtout du côté de Lando. Oscar a du mal à se retrouver cette MCL 39. Mais là, on arrive sur un circuit qui réussit beaucoup au McLaren, avec un asphalte généralement assez lisse où tu dois avoir le meilleur appui possible. C'est la qualité de cette MCL 39. Et mis à part cela, les écuries vont devoir faire attention ce week-end à la hauteur de caisse. Sur cet aspect-là de la hauteur de caisse, il n'y a pas de doute possible. C'est McLaren et Red Bull, les deux favoris, pour trouver exactement les meilleures hauteurs et surtout les meilleurs compromis. Puisque oui, c'est un aspect qui risque forcément de mettre certaines équipes en difficulté. Je pense par exemple à Ferrari. Donc oui, je les attends performants, je les attends présents. Peut-être que les deux pilotes ne seront pas au même niveau de performance, mais comme je vous l'ai dit, j'y reviendrai dans la partie pronostic. On continue avec Ferrari. Ferrari qui vient tout juste de dépasser Mercedes au classement constructeur. Ferrari qui sort de 2 derniers Grands Prix d'une très bonne, pour le moment, tournée américaine. J'espère pour eux que ça va continuer ainsi. Maintenant, t'es deuxième, le plus dur va être d'y rester. Voilà, il va falloir essayer de trouver les meilleurs compromis à Interlagos. Ce n'est pas si simple, je ne les vois pas favoris face à McLaren, Red Bull et peut-être même Mercedes. Mais il y a eu certains efforts, il y a eu certaines solutions qui ont été trouvées lors des 2 derniers week-ends qui me rassurent surtout vis-à-vis de Charles Leclerc. Dans les réglages de la monoplace, dans les modifications qui ont été apportées à la monoplace de Charles Leclerc, Ferrari a décidé de déplacer l'équilibre au freinage vers l'arrière. Les meilleures performances de Charles s'expliqueraient par cette migration faite au freinage qui donnerait de bien meilleures sensations aux pilotes et dû au fait également que la suspension arrière a toujours été un problème, eh bien Charles arriverait à beaucoup mieux gérer que ce soit les entrées ou les sorties de virage. C'est pour cela qu'on peut voir une légère différence entre lui et Lewis Hamilton. De toute façon, on avait déjà parlé des difficultés de Lewis Hamilton avec cette Ferrari qui ne correspond pas du tout à son style de pilotage. L'équilibre aurait été déplacé tout simplement. Malgré cela, je trouve qu'il y a
encore beaucoup de lacunes, hein, énormément de lift and coast pendant les 2 derniers Grands Prix. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lift and coast, quand un pilote, avant d'arriver dans une zone de freinage, lâche l'accélérateur avant la zone et laisse coulisser, tout simplement, laisse glisser la voiture dans le virage. Ça permet d'avoir un meilleur refroidissement, ça permet d'économiser du carburant, et Ferrari est obligé de le faire. Pourquoi? Puisque cette monoplace surchauffe tellement les composants, comme par exemple les freins ou les pneus, qui n'ont pas le choix en fait. Voilà, ils n'ont pas le choix. Autre problème que je vois peut-être apparaître à Interlagos est toujours par rapport à la suspension arrière, parce que cette suspension avait été changée pour essayer d'économiser le plancher, pour faire en sorte que la monoplace soit un petit peu plus haute, sans pour autant en perdre en appui aérodynamique. La seule chose maintenant qui me rassure, c'est qu'on est en format sprint. Généralement, en format sprint, Ferrari a tendance à trouver les solutions lors de la course sprint. La course sprint est un bon indicateur qui va leur permettre de trouver les bons réglages pour la course principale. Donc on verra ce qui se passera au niveau de la performance. En tout cas, je leur souhaite un bon résultat. On arrive à Mercedes. Mercedes, leur objectif est très clair, rattraper Ferrari. Alors Mercedes, ils sortent là où Ferrari a été très bon lors des 2 derniers Grands Prix. Mercedes, c'est totalement l'inverse. Et je ne sais pas vraiment en quoi on peut l'expliquer. Peut-être la chaleur. On sait que la Mercedes n'aime pas ce genre de conditions. On sait que la Mercedes n'aime pas l'altitude, tout simplement. Puisque oui, l'altitude a un énorme impact sur ta monoplace. Là, on est quand même à 700 mètres d'altitude à Interlagos. C'est quand même beaucoup moins qu'au Mexique. Maintenant, comme je vous l'ai dit lors des derniers Grands Prix, Mercedes est toujours très performant. Faut pas non plus l'oublier. Ils ont ramené des évolutions qui ne sont pas négligeables, comme un nouvel aileron avant, qui permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité, qui a été même jugé légal par la FIA. Ils ont ramené les anciennes suspensions arrière il y a quelques semaines de cela, qui a permis de redonner une confiance aux pilotes. Donc oui, cette voiture n'est pas mauvaise. Oui, les 2 derniers Grands Prix étaient mauvais. Pour moi, ces performances s'expliquent peut-être par autre chose. Elles s'expliqueraient sans doute par les turbulences aérodynamiques, par le manque de rythme en qualification. Quand tu pars par la suite dans le paquet le lendemain, tu ne peux pas remonter, il y a tellement d'air sale. Vous allez me dire que c'est pareil pour toutes les écuries, mais si on regarde les temps, par exemple de George Russell lors des Grands Prix, ils sont pratiquement similaires au temps de Max Verstappen ou au temps d'Oscar Piastri. Donc vous voyez que cette voiture n'est pas si mauvaise qu'on ne le pense. J'espère pour eux qu'ils feront une bonne qualification, que cette voiture ne s'en sort pas du tout dans l'air sale. Déjà qu'elle a du mal avec le refroidissement, déjà qu'elle a du mal avec la chaleur, quand tu la mets dans l'air sale, c'est plus du tout la même monoplace. On continue avec Red Bull et Max Verstappen. Max Verstappen, je l'attends comme une véritable menace. C'est vrai que le Mexique n'était pas un bon Grand Prix pour Max Verstappen, mais je pense que ça s'explique par énormément de choses. Il ne faut pas non plus oublier que Red Bull continue de travailler sur cette RB21. Et oui, c'est d'ailleurs leur principal avantage face à McLaren. Là où McLaren a totalement arrêté le développement, pour Max Verstappen, c'est une très bonne chose que Red Bull continue de rapporter quelques petits aspects qui vont venir s'assembler avec le package actuel. Maintenant, si je reviens sur la performance au Mexique, c'est vrai qu'elle n'était pas rassurante, mais au Mexique, il a fallu faire énormément de compromis, enlever certaines choses même sur la monoplace pour favoriser le refroidissement. Les voitures, à la fin de cette réglementation, sont tellement délicates que si tu changes un aspect, cela peut avoir des répercussions sur toute la monoplace. Donc la recherche de ce refroidissement a peut-être limité la monoplace sur l'aspect aérodynamique. En plus de cela, Red Bull a rapporté un nouveau fond plat et j'étais un petit peu déçu lors du débrief parce qu'on n'a pas vraiment pu voir l'impact de ce fond plat et je suis pratiquement sûr que ce fond plat fonctionne. Et pourquoi j'en suis pratiquement sûr? Puisque ce fond plat, je vous le montre à l'écran, il faut le dire, il n'est pas vraiment nouveau, hein. C'est plus une adaptation d'un ancien composant. On peut le voir sur l'image, le fond plat a été un petit peu agrandi, c'est pas non plus énorme. Ça va permettre sans doute d'avoir un meilleur niveau de charge, d'avoir un meilleur flux d'air autour de la monoplace et surtout une meilleure stabilité. Et en plus, ce n'est pas terminé, hein. Red Bull a annoncé qu'ils allaient rapporter d'autres légères évolutions qui vont venir, encore une fois, s'assembler dans le package. Donc oui, je m'attends à une bonne performance de Red Bull ce week-end. Je pense que ce fond plat va fonctionner. Je pense que Max Verstappen sera au rendez-vous. C'est probablement l'une des plus grosses menaces que j'attends ce week-end, sans aucun doute. Vu la performance qu'il nous a sorti l'année dernière, là, en plus, on n'est pas dans la même situation. L'année dernière, ils étaient un petit peu en souffrance, Red Bull. Ils arrivaient à la fin d'un développement, à la fin d'une saison. Là, ils sont encore en train de développer la monoplace, alors que tout le monde s'est arrêté. On arrive au Brésil sur un circuit qui réussit plutôt bien à Max Verstappen. Oui, je le vois probablement aller nous chercher une très grosse performance, enfin du moins, je l'espère pour lui, hein, qui n'est pas très loin des 2 pilotes d'en face, et à chaque Grand Prix, il s'en rapproche un petit peu plus. On a donc terminé pour les 4 écuries de tête. Un petit mot sur les autres écuries, même si c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. À chaque fois, on a quelques surprises, hein. Déjà, si je vous parle de Williams, je les attends présents, mais pas sur tous les secteurs. Je m'attends à les voir bons dans, par exemple, le 2e secteur. Ils sont pas non plus mauvais dans les virages à basse ou même à moyenne vitesse. Pour Racing Bulls, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un bon résultat. Ils ont une plutôt bonne adhérence. L'équilibre de la monoplace est très correct. Voilà, c'est une voiture qui est facile à conduire.
Par contre, j'ai peur vraiment pour la gestion des pneus. Ça a toujours été un problème pour Racing Bulls cette saison. Ça se voit même avec Isaac Hadjar lors des derniers Grands Prix. À chaque fois, il y a une chute de performance. Pour Aston Martin, je m'attends à tout et à rien, pour être totalement honnête. Je les vois bons en rythme de course. Par contre, ce qui leur fait mal, et même ça c'est depuis le début de saison, c'est le rythme en qualification. Ils font penser à Mercedes. En fait, ils partent tellement loin qu'au final, ils se retrouvent bloqués dans le peloton. Et au final, tu peux pas remonter. Donc une bonne qualif devrait forcément leur donner un bon résultat. Pour Haas, depuis les dernières nouveautés arrivées à Austin, on sent que la voiture a gagné en performance, que la voiture a gagné en stabilité. Ça s'est vu avec Oli Biermann ou même avec Esteban Ocon. Donc cette voiture a nettement évolué. Quand je parle d'évolution, je parle des évolutions qui sont arrivées sur l'avant, l'arrière, les côtés du fond plat de cette monoplace. Des évolutions qui ont d'ailleurs énormément plu à Oli Biermann et ça se voit depuis les 2 derniers Grands Prix. Ce n'est pas vraiment le cas pour Esteban Ocon, mais bon, Esteban, il s'en sort, je trouve, plutôt bien, même si il n'est pas très à l'aise avec cette VF 25. Sauber, la voiture est stable, mais elle manque cruellement d'appui par moment. Ils sont très rapides en ligne droite, mais le problème à Interlagos, il n'y a pas énormément de ligne droite, donc je les vois difficultés dans les parties les plus sinueuses, dans les parties les plus techniques, comme le deuxième secteur. Et pour Alpine, bon, je n'ai pas grand-chose à vous dire, c'est une monoplace qui n'a pas du tout évolué, ça s'est vu même au Mexique. Là où tout le monde, toutes les écuries étaient en train d'améliorer leur temps par rapport à ceux de l'année dernière, la Alpine était la seule écurie en dessous. Et ils n'étaient pas en dessous de 1/10, ils étaient en dessous d'une demi-seconde. Juste pour vous dire à quel point cette monoplace est loin, très loin. Et moi je m'attendais peut-être à un coup d'éclat, je m'attendais peut-être à terminer le chapitre Renault de la meilleure des manières, mais je n'y crois plus vraiment. Pour être totalement transparent avec vous, j'y crois plus en fait. Je pense que ça n'arrivera pas. Parce que là, on est sur une Alpine qui manque de puissance au niveau du bloc propulseur, qui manque d'efficacité sur la récupération d'énergie, qui manque d'efficacité aérodynamique. Et pourtant, c'est vraiment dommage parce que le travail qu'ils avaient fait en début de saison n'était pas mauvais. C'est la TD 018 qui les a tués parce qu'ils étaient partis sur un concept très flexible qui donnait beaucoup de performance à la monoplace. Boum, la FIA est arrivée, ils ont tué ce concept. Donc ouais, compliqué pour eux. Mis à part cela, c'est une monoplace qui manque cruellement d'adhérence mécanique et dans le 3e secteur, ça risque de leur faire très mal. On est sur un circuit où les réaccélérations s'enchaînent. Elles s'enchaînent. Donc la seule chose qui pourrait les sauver, je pense, c'est les conditions, comme on a pu le constater par exemple la saison dernière, mais sinon je n'y crois plus vraiment. Donc les amis, on est parti désormais pour le pronostic. En première position, je vais mettre Max Verstappen. Pourquoi Max Verstappen? Parce qu'il est dans une superbe dynamique. Ce qui s'est passé au Mexique était un petit peu spécial, je vous l'ai déjà expliqué, c'est probablement dû à sa monoplace, il y avait certaines choses qui n'étaient pas là. Là, au Brésil, on arrive sur un circuit que Max apprécie tout particulièrement. Max n'a pas également cette pression que peut avoir Lando ou Oscar, il a cette expérience. Il lui reste 4 courses et 2 courses au sprint pour faire la différence. Je pense qu'il va tout donner pour y arriver. La saison dernière, il est parti de la 17e position. Il a terminé à la 1re position. En plus, là, on est peut-être sur les mêmes conditions que lors de la saison précédente. Donc, envie de vous dire, pourquoi pas une victoire de Max Verstappen. Et même, j'ai envie de le voir aussi grappiller quelques points sur les 2 pilotes McLaren. En 2e position, sans surprise, je vais mettre Lando Norris. C'est l'homme du moment. Il est dans une superbe dynamique. Ça s'est vu au Mexique. Il termine avec plus de 30 secondes d'avance, c'était du jamais vu lors de cette saison 2025. Il s'en sort très bien avec sa monoplace lui convient, ça se voit, donc envie de vous dire, pourquoi pas. On arrive à la 3e position, j'ai énormément hésité puisque Oscar Piastri n'est pas très rassurant en ce moment, j'ai pensé par exemple à Charles Leclerc, qui est toujours au rendez-vous et qui a l'air de beaucoup mieux comprendre sa monoplace. J'ai pensé à Lewis Hamilton, ça me ferait plaisir de voir Lewis Hamilton sur le podium, son premier podium avec Ferrari au Brésil, surtout, voilà, sa 2e terre, envie de vous dire, natale. Sans oublier George Russell qui est beaucoup trop sous-estimé à mon goût. Bon, après là, c'est un autre sujet, mais oui, il peut-être aller chercher un podium. Mais bon, je vais rester sur Oscar Piastri en 3e position. Je pense que sur ce genre de circuit, eh bien, par rapport à son pilotage et par rapport à ce qu'il nous a montré au Mexique et aux États-Unis, Interlagos ne lui sera pas vraiment favorable et même Oscar n'a jamais vraiment fait de grosses performances à Interlagos depuis qu'il est arrivé en Formule 1. Aujourd'hui, c'est une réalité, Oscar Piastri est de plus en plus en difficulté avec cette monoplace. Ça me fait mal au cœur de le voir dans cette situation, puisque j'ai l'impression qu'il est en train de perdre pied, j'ai l'impression que le titre est en train de lui passer sous le nez, littéralement. Les 3 méritent le titre sans aucun doute, mais Oscar est resté le plus longtemps en tant que leader du championnat. Et j'aimerais vraiment le voir revenir ce week-end, même si je pense que sur ce genre de tracé, cela risque d'être un petit peu plus compliqué. Vous savez les amis, je vous en ai déjà parlé, et même je le vois dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux, beaucoup parlent de sabotage, de tricherie, je sais pas en fait. Moi je veux pas rentrer encore une fois dans ces théories-là.
Pour moi, c'est juste un problème de réglage. Pour moi, c'est juste un problème de calendrier. C'est peut-être stupide à dire, mais Oscar n'a jamais été bon dans cette période de l'année. Il est toujours en difficulté sur ce genre de circuit avec des asphaltes plutôt lisses, sur ce genre de tracé avec, vous savez, la voiture qui glisse. Il a toujours du mal à trouver les bons réglages, les bonnes configurations. Ça s'est vu la saison dernière. Et je pense que là, on est sur quelque chose de totalement similaire cette année. Si tu n'es pas à l'aise dans une monoplace, oui, il y aura toujours un gap. Il y aura toujours un gap. T'as beau avoir la même monoplace, exactement pareille que celle de ton coéquipier, il y aura toujours un gap. Et aujourd'hui, Oscar, quand je le vois sur sa caméra embarquée, il n'est pas à l'aise avec cette voiture. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il va falloir qu'il réagisse. Il va falloir qu'il réagisse. Ça ne sera pas facile de réagir. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne sera pas facile, mais je sais qu'il en est capable parce que c'est un talent qui est monstrueux. Et on a même tendance à oublier sa jeunesse. On en a même tendance à oublier sa jeunesse tellement il est talentueux, ce jeune pilote. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'il reviendra. Bon bref, en tout cas, Oscar, je le mets en 3e position pour le moment. Je pense qu'il reviendra. Je pense qu'il reviendra. Sur ce, les amis, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, vraiment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Désormais, il y a l'option booster les vidéos. Voilà, si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide, hein, encore une fois, à faire grandir cette chaîne YouTube. Et je remercie chacun d'entre vous qui prend 5 secondes pour le faire. N'oubliez pas non plus de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Je rappelle que je passe les pronostiqueurs gagnants, du moins les personnes qui me trouvent le bon podium dans l'ordre. Au Mexique, personne n'a trouvé le bon podium, donc je vous souhaite bonne chance pour ce Grand Prix du Brésil. Je rappelle que je vous demande votre podium pour la course principale, non pas pour la course sprint. Et au Mexique, il y a une personne que j'ai envie de passer dans la vidéo. Voilà, c'est juste pour avoir eu la vision. J'ai adoré l'idée. Ok, il termine à la P4, mais mettre Oliver Biermann en P3, fallait quand même le voir et bien joué. Voilà, bien joué. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine et on se retrouve très très vite. Salut tout le monde.